Il est un des visages du cinéma et du théâtre belge, impossible que vous ne l'ayez jamais vu. À 55 ans, Laurent Capelluto a tourné dans de nombreux films en Belgique et en France, et aussi dans de grosses productions comme la série Into the Night. Aujourd'hui, il est à l'affiche de la pièce Journal d'un scénario au théâtre Le Public. Comédien aux multiples visages, il est réputé pour son humour et sa fidélité. Laurent Capelluto est l'invité d'À travers le miroir cette semaine. Bonjour Laurent Capelluto. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission À travers le miroir. Alors pendant une demi-heure, on va apprendre à vous découvrir vous, derrière tous les personnages que vous avez pu interpréter évidemment dans votre carrière. Dans cette émission, il y a une seule règle, on ne peut se regarder donc que à travers le miroir, pas en direct. Comment vous vous sentez d'abord dans ce fauteuil ? Bien, c'est-à-dire que ça me fait penser ce à quoi pour moi ça s'apparente, ce dispositif, c'est les tournages et le moment du maquillage quand on commence la journée de tournage et c'est un petit peu un sas entre la vie réelle et le moment où on va plonger dans la fiction. Et donc ce moment de maquillage, en général, est un moment qui est très doux, où on est un petit peu, on les traite avec beaucoup de délicatesse par, en général, une maquilleuse qui souvent met une petite musique dans une enceinte, et puis il y a des gestes techniques qui s'apparentent à des caresses, il y a des crèmes qui sentent bon, des choses comme ça, et c'est ce moment-là de concentration, de détente, avant de partir dans parfois le tumulte d'un tournage avec beaucoup de gens sur un plateau. Donc c'est un moment un moment intermédiaire comme ça qui est agréable. Alors, je suis désolée, je ne vais pas vous faire de papouille aujourd'hui, mais par contre, en dehors d'un plateau, en dehors aussi d'une loge de théâtre, est-ce que le miroir c'est un objet que vous appréciez ou est-ce que vous les évitez plutôt ? Alors je dirais que c'est la salle de bain, le miroir. C'est le matin, c'est un accessoire de remise en place, hygiénique. Et donc, c'est particulier parce que dans un miroir, même sans s'en rendre compte, on prend une posture, on prend une position, on prend un angle de la tête, on s'arrange pour se regarder de la manière la plus bénéfique, la plus profitable, la plus acceptable. Et sinon, je pense que je ne recherche pas trop les miroirs. Je me rends compte depuis peu que, avant, quand je passais devant une vitrine avec un reflet, sans trop me faire remarquer, je regardais un petit peu où j'en étais, un petit peu, et je me rends compte qu'avec le temps, avec l'âge, je le fais moins. Soit parce que je suis plus myope et que je me vois bien, moins bien, soit parce que mon reflet m'intéresse un petit peu moins. Mais non, c'est pas un objet que je cultive particulièrement. Quand vous dites vous regardez moins votre reflet, est-ce que c'est parce qu'il vous intéresse moins, c'est parce que vous avez du mal avec le temps qui passe ou parce qu'au contraire, maintenant, vous vous sentez mieux dans votre peau à 50 ans passés ? Je ne sais pas très bien. Alors avec le temps qui passe, oui, mais pas forcément sur des questions de reflet d'image, c'est plutôt des questions de sensation, de sentir que la machine récupère moins bien. Mais peut-être aussi simplement, je me suis fait à l'idée que c'était hors de contrôle, que de toute manière, il y avait un tel écart entre la manière dont je me percevais, je parle même physiquement, et la manière dont j'étais perçu, qu'il était temps un petit peu de lâcher prise, Vous vous aimez pas ? Ah non, alors non, non, je crois que... La manière dont vous vous percevez, c'est laquelle alors ? Non, je crois que je m'aime bien, mais ce que je veux dire, c'est que je suis toujours... par exemple, me voir au cinéma me fait penser ça aussi. Je pense que ça joue. Je n'aime pas tellement me voir. Alors, c'est pas de la coquetterie, c'est parce que les choses, quand je les vois, ne sont jamais telles que je me les
les suis représentés. C'est-à-dire qu'il y a un monde entre une scène que j'imagine, à laquelle j'ai participé, que j'imagine dans ma tête, et ce que je vois. Et je pense que je ne dois pas forcément avoir de prise et de conscience sur la chose telle qu'elle apparaît, et que je peux peut-être continuer de manière plus profitable à cultiver comment je l'imagine, comment elle prend place dans mon imaginaire. Et par rapport à la tête que j'ai, c'est pas que je ne l'aime pas, non, mais c'est que quand je regarde un film dans lequel je joue, une série, un film, enfin, une image animée, je suis toujours frappé par les considérations primairement narcissiques qui m'occupent. Comme par exemple, ah c'est à ça que je ressemble, le trois quarts profil, ah c'est ça comme ça que je suis quand je bouge la tête, ah. Et je vois rarement le film, c'est-à-dire que je suis, et en plus parfois me voir me fait penser à des souvenirs de tournage, et s'ils n'ont pas été bons, c'est pas quelque chose que j'ai envie de revivre, mais je pense qu'avec le temps, ces espèces de préoccupations se sont, comment dire, un peu plus, se sont dégagées petit à petit, non pas parce que je les ai résolues, mais parce que j'ai pris conscience que je ne pouvais rien y faire, et que comment je suis vu, comment je suis perçu, finalement ne doit pas me concerner. Au-delà du travail que je fais pour jouer un rôle, bien sûr, je parle vraiment de la question narcissique. Oui, donc il y a un peu de lâcher prise avec le temps aussi. Oui, presque par manque de résistance, quoi. Pas par sagesse, mais parce que c'est bon, là, il faut lâcher. Et profiter un peu du moment présent, vous y arrivez? Oui, profiter du moment présent et de la chose que l'on fait ensemble, de l'histoire qu'on essaie de raconter, parce que c'est comme ça qui est formidable, c'est de raconter des histoires et de le faire ensemble, de se mettre d'accord avec la subjectivité de chacun pour mettre en commun la vision que chacun a de l'histoire et la raconter. Alors, votre histoire à vous, elle commence en 1971, oui. Au Zaïre, à l'époque encore. Ouais. Puis vous arrivez ensuite, encore enfant, hein, vous êtes petit quand vous arrivez à Bruxelles. Comment elle se passe, votre enfance? C'est dans quel quartier de Bruxelles? Alors, je suis arrivé à Bruxelles, les tout premiers mois, c'était à Ixelles. En fait, on est arrivé en Belgique parce que mon père a eu un accident de voiture qui était très grave. Il a été opéré plusieurs fois à Kinshasa. Et les médecins chirurgiens qui étaient belges, à un certain moment, lui ont conseillé de venir à Bruxelles, où il aurait des moyens médicaux plus perfectionnés. Et donc, on est arrivé, et donc mon père faisait des chemins entre l'hôpital et un appartement qu'on louait avec un lit d'hôpital. Donc mon enfance, mon arrivée à Bruxelles s'est fait un petit peu dans la précipitation et avec cette présence de matériel médical, mais c'était une enfance qui était très protégée, qui était très heureuse par des parents très aimants et qui prenaient soin que cet événement ne nous travaille pas trop. Et puis ensuite, on a déménagé à Uccle, et puis un peu plus tard dans une maison dans laquelle j'ai vraiment passé toute la fin de mon enfance et de mon adolescence, et où mes parents, enfin ma mère vit toujours. Oui. Et donc on va dire que c'était une famille, du coup après plutôt classe moyenne, on peut dire ça? Oui. Votre adolescence aussi, ça se passe comment? C'est compliqué cette période-là? Alors l'adolescence... Vous êtes plus... plus introverti peut-être à une époque? Non, introverti, je ne pense pas que je le suis. Je suis, je crois, très... comment dire, très pris par l'école, en fait. Donc j'étais dans une école de la ville de Bruxelles que je ne vais pas citer parce que je ne vais pas en dire du bien. C'est une école qui était très très élitiste et
Et le discours et la méthode de cette école a vraiment travaillé sur moi d'une manière très efficace, dans le plus mauvais sens du terme. J'étais un élève très très anxieux, un bon élève, parce que je travaillais beaucoup, et je travaillais beaucoup pas parce que j'étais curieux, ou parce que j'étais stimulé dans ma créativité, mais parce que j'étais angoissé, que j'étais très très anxieux. Et donc c'est pas non plus une période qui était malheureuse, loin de là, mais c'est une période, je pense, dans laquelle je ne me suis pas développé autrement que dans une modalité d'enfant adapté. C'est-à-dire que j'étais un enfant qui avait très bien compris et très vite compris ce qu'il fallait faire pour que les adultes autour de lui, à l'école, à la maison, soient fiers de lui et le valorisent. Et j'en avais un très grand bénéfice. Et donc je me suis développé dans cette optique, dans cette motivation. Et j'ai juste un petit peu oublié de m'interroger sur qui j'étais, sur qu'est-ce que je voulais, sur qu'est-ce que je désirais. Et ça, j'ai compris ça plus tard. Donc, je n'ai pas fait de crise d'ado. Je l'ai faite à 22 ans, mais de manière assez violente. Et donc, voilà, je n'ai pas des mauvais souvenirs. Je n'ai pas le sentiment d'avoir eu une adolescence traumatisée ou traumatisante, pas du tout. Mais quand j'y repense, et j'ai vécu ça avec mes enfants, je pense que j'aurais eu beaucoup mieux à faire en étant dans une autre, et à vivre en étant dans un autre système scolaire. Vous n'aviez pas de rêve à ce moment-là? Vous dites que vous ne vous interrogiez pas sur qui vous étiez ou ce que vous aviez envie de faire? J'avais pas des rêves, j'avais des rêves qui n'étaient pas investis, j'avais des rêves qui n'étaient pas assumés. C'est-à-dire que donc dans cette école en question, il était question de faire des grandes études. Je me souviens qu'en 6e primaire, notre instituteur, je connais son nom mais je ne le citerai pas, avait eu cette chose formidable de nous demander qu'est-ce qu'on choisirait comme études, comme option d'études secondaires. Et on était en 6e primaire. Et on ne savait pas très bien, nous, ce qu'il y avait. Alors, il nous expliquait, voilà, si vous voulez faire Polytechnique, vous devez faire latin-maths. Si vous voulez faire médecine, vous devez faire latin-sciences. Si vous voulez faire le droit, vous devez faire latin-grec. Et si vous voulez faire Solvay, vous devez faire scientifique A, qui était comme le latin-maths, mais sans le latin, enfin avec une langue moderne en plus, etc. Et c'était tout. Donc on était en 6e primaire et on était déjà en train de nous formater pour faire des grandes études dans des grandes facultés. Et moi, j'étais très sensible à ça, au prestige social. Et dans ma famille aussi, on mettait en avant les études, c'était important. Donc en fait, très tôt, plutôt que de savoir qu'est-ce qui m'intéressait, qu'est-ce qui me rendait curieux, qu'est-ce que j'avais envie de découvrir, j'étais plutôt dans l'optique de à quoi il faut correspondre. Et il faut correspondre à des grandes études. Et donc je faisais du théâtre, moi déjà dès l'âge de 11-12 ans, et j'adorais ça. Mais c'était inimaginable, surtout pour un garçon, de faire ça comme si j'étais une fille, que j'avais épousé un médecin ou un avocat à la limite. Mais en passion, à côté, quoi. C'était très valorisé comme hobby, mais pas du tout imaginable comme métier. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû dépasser ça pour se lancer dans des métiers artistiques. Et à quel moment vous vous dites ça peut être un métier? À 22 ans, justement, pendant cette crise de post-adolescence? Oui. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas que je me le suis dit, c'est qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Je ne pouvais pas faire fi de ça. C'est-à-dire que si je faisais fi de ça, je faisais fi de qui j'étais et de ce qui faisait, de ce qui me constituait. C'était une passion. Même passion, il y a toujours une dimension romantique que j'aime pas forcément utiliser, mais c'est vraiment un désir profond, un désir que je sentais de plein de manières que je n'avais jamais pu ressentir ailleurs et autrement, à 22 ans. Comment vos parents le prennent, puisque vous dites que c'était important pour eux, les études? Alors vous faites quand même le conservatoire, je veux dire, vous n'êtes pas lancé comme ça d'un seul coup en disant... Non, j'ai fait le conservatoire et heureusement que je vais aller dans un chapiteau de cirque, sans être évidemment péjoratif pour le cirque. Non, alors mes parents, quand il s'est avéré que je devais faire ça et que c'était vital pour moi, mais vraiment vital pour moi, ils m'ont tout à fait soutenu, parce que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on ne m'a jamais rien interdit. On ne s'est jamais opposé, puisque je n'ai jamais formulé. Vous l'interdisiez? Voilà, c'est une espèce d'autocensure, c'était juste pas pensable. Et c'était profond.
Et, donc en fait, mes parents, quand il a été clair que quelque part j'avais pas le choix, que c'était ça qu'il fallait faire si je voulais continuer à vivre et à grandir, ils m'ont tout à fait soutenu. Et j'ai fait le conservatoire de Bruxelles, qui était très différent à l'époque dans son organisation, qui était vraiment centré autour de figures artistiques. Il y avait la classe de Pierre Laroche et la classe d'André Debar. Moi, j'étais dans la classe de Pierre Laroche. Et à l'époque, c'était vraiment le professeur qui choisissait ses chargés de cours, une ligne pédagogique, et qui, en fonction de l'élève, créait un itinéraire de l'un à l'autre, d'un prof à l'autre pour le développer. Il y avait vraiment quelque chose de... C'était avant en Bologne, c'était des écoles artistiques supérieures et pas supérieures artistiques. Et ça a du sens de faire la distinction. Et puis c'était surtout Pierre Laroche, qui a été une rencontre à ce moment-là pour moi, qui a été vraiment déterminante. Donc j'ai fait cet examen d'entrée. Si je n'avais pas été reçu dans la classe de Pierre, je ne sais pas ce qui se serait passé, vraiment pas, puisque j'étais tellement aussi sensible de la notion de réussite, de succès ou pas. L'idée d'un échec était quelque chose qui était très compliqué pour moi. Et Pierre était un homme, au-delà de ses qualités pédagogiques, au-delà du fait qu'il s'entourait de gens qui avaient des esthétiques fortes et des discours personnels sur le théâtre, mais qui s'accordaient autour d'un langage commun qui était celui de Pierre, donc des gens comme Frédéric Dussène, Marie-Rose Messmann, Pietro Pizzuti, Julien Roy, Francis Besson, enfin des gens assez passionnants. Il avait cette qualité, Pierre, le regard, la curiosité pour une personne. En fait, il nous rendait légitimes d'aspirer à être acteur et être comédien. Il vous a donné confiance en vous, quelque part? Il a donné confiance en nous, il a donné confiance et une validité au désir qu'on avait. Et on se sentait à notre place. Et ça, c'est très important. Enfin, moi, je souhaite à tous les gens qui veulent faire un métier artistique d'un jour faire des rencontres comme ça, qui simplement vous légitimisent sur votre désir, sur qui vous avez envie d'être en tant qu'artiste. Est-ce qu'au début, déjà, vous pensez au cinéma? Parce que vous commencez plutôt donc, par le théâtre, vous jouez au Théâtre National, vous rentrez dans des compagnies, vous rencontrez notamment Dominique Serron. Comment ça se fait, ce chemin-là Alors, en effet, à ce moment-là, je vais beaucoup au cinéma, beaucoup plus que maintenant d'ailleurs. Je vais voir beaucoup de films, mais ça me paraît très, très loin. Et en effet, ma réalité, c'est le théâtre. Et il y a le Théâtre National où je travaille pendant plus ou moins 3 saisons après le conservatoire. Et il y a en effet il y a en effet Dominique Serron, que j'avais rencontré au conservatoire et avec qui je travaille, et dans la compagnie de laquelle, donc l'Infini Théâtre, j'entre. Et là, c'est la deuxième rencontre vraiment déterminante, qui jusqu'à aujourd'hui me nourrit et me permet de me développer artistiquement et aussi humainement. Et Dominique a cette chose, outre cette très grande qualité artistique, elle a cette chose aussi de nous encourager toujours à aller voir ailleurs et faciliter ça quand c'est possible. Et elle a pu le faire quand un tournage s'est présenté à moi et qu'il fallait s'arranger pour que je sois disponible, et elle l'a fait. Et son idée était que plus on s'enrichissait ailleurs, plus on revenait avec cet enrichissement. Et elle n'a jamais œuvré comme parfois des metteurs en scène ou des directeurs de compagnie, avec une forme de possessivité et une crainte que si un artiste s'en va, il ne revient plus, pas du tout. Oui, parce que j'allais vous dire, en Belgique, souvent, en fait, les comédiens restent un petit peu avec leur famille de théâtre. C'est assez rare de passer, même simplement de maison en maison. Et vous, par contre, on ne vous identifie pas nécessairement à un lieu, à une compagnie. Et le fait aussi que vous soyez allé vers le cinéma, énormément, ça change. Il y a peu de gens qui font ça. Ben, c'est une chance, c'est des opportunités, c'est des rencontres, encore une fois, que ce soit Pierre Laroche ou Dominique Serron. Moi, j'ai eu comme modèle, comme inspiration, des gens qui avaient
un discours très ouvert, à la fois très marqué, très identifié sur le théâtre, mais très ouvert. Je n'ai jamais entendu de l'un ou de l'autre, ce que j'ai pu entendre ailleurs, que mon théâtre c'est ça, que le théâtre c'est mon théâtre, et que c'est rien d'autre. Je n'ai jamais reçu chez les personnes qui m'ont inspiré de discours fermés ou excluants. C'est-à-dire qu'il y avait, quand Dominique Serron va voir un spectacle, si elle ne l'aime pas, elle va d'abord dire les choses positives qu'elle a vues avant de dire pourquoi elle ne l'aime pas. Ça paraît un détail, mais c'est vraiment important. Et donc j'ai toujours essayé de cultiver ça et de voir qu'il y a dans toutes les esthétiques, dans tout le travail, dès lors qu'on s'accorde sur un discours qui politiquement, je parle politiquement avec un grand P, très général, s'il n'y a pas des choses qui posent problème, je dirais des choses dans le propos avec lequel on ne peut pas être d'accord, mais dès lors qu'on s'accorde sur ce point-là, de base, eh ben, les différents langages, les différentes esthétiques peuvent chacune contenir quelque chose d'intéressant. Et qu'encore une fois, même si ça paraît un peu basique, l'important c'est de raconter une histoire avec des gens et se mettre d'accord ensemble. Et ça, c'est une chose que Dominique m'a vraiment beaucoup apprise. C'est une chose, c'est ça qui est c'est ça. Moi, je ne suis pas un créateur, je ne suis pas capable d'écrire des histoires. Vous mettez en scène. Oui, je mets en scène, mais je n'invente pas des histoires. Donc la seule chose que je peux faire, c'est mettre ma créativité, mon travail, mon talent au service de quelqu'un, un texte, un metteur en scène, pour raconter l'histoire. Et si je m'enferme à une manière de le faire, à une esthétique, à un seul discours, ben je finis par m'appauvrir. C'est pas le but. Et en même temps, donc, vous passez comme ça de maison en maison, si je puis dire, entre guillemets, ou de projet en projet, mais en même temps, on vous dit très fidèle aussi. Vous vous reconnaissez dans cette définition ? Ben, disons que je suis, je crois que je suis loyal envers les personnes qui m'ont apporté ce qui a fini par faire partie de moi, à me constituer. C'est-à-dire que il y a des personnes avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir, et je n'accepterai pas forcément tous les projets qu'ils me proposent. Et il y en a d'autres où je le ferai sans même lire le texte, ce qui est un peu débile, hein, mais je veux dire, parce que je sais que ce qui s'y jouera, se lit, est devenu intimement lié à qui je suis. Sur la table, il y a d'ailleurs des petits objets qui peuvent peut-être vous faire penser à une de ces personnes que vous accepteriez un peu quoi qu'ils vous proposent. Ah oui, c'est les petits poussins ou des petits poulets, je ne sais pas, vous choisissez. Oui. Non, mais vous êtes poussin ou poulet ? Moi, je suis poussin, mais je crois que c'est mon poulet qui a vendu l'info. Oui, non, il s'agit de Gaëtan D'Agostino, qui est un ami très cher, pour qui j'ai joué au cinéma, qui a joué pour moi, que j'ai mis en scène au théâtre avec Florence Klein dans des théâtres, dans des spectacles jeunes publics. Florence Klein qui est aussi une amie, une rencontre formidable, une autrice très très talentueuse. Oui, ça c'est aussi, ouais, alors ça, c'est un exemple typique d'amis que j'espère pouvoir toujours suivre dans ses aventures artistiques, et que j'espère qu'il me suivra aussi. Et oui, c'est vraiment, c'est des personnes, c'est l'endroit où l'humain et l'artistique se nourrissent l'un l'autre d'une manière très simple et très saine et très naturelle. Et paraît-il avec beaucoup d'humour aussi. Oui. Ça nous arrive. Oui, c'est vrai. Il m'a dit que vous aviez une mobilette et que vous alliez partout avec. Il a dit mobilette. Oui, il a dit mobilette. Ce qui est scandaleux, j'ai un scooter, quand même, c'est pas la même chose. Et il aime beaucoup venir derrière mon scooter. Donc c'est ça. En fait, vous suivez de toute façon. Oui, voilà, c'est un petit exactement. peu ça. Donc une autre photo qui a marqué aussi votre vie professionnelle, c'est celle-ci. Ah oui. Donc Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, vous avez joué plusieurs de leurs pièces notamment aussi, vous avez été mis en scène par Agnès Jaoui. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre ?
Bah, c'est vraiment des personnes assez remarquables. En fait, ce qui est particulier avec Jean-Pierre, c'est que je me souviens que quand il est mort, moi, je les connais, c'est pour avoir travaillé avec eux, mais je ne les connais pas intimement, ce ne sont pas des amis proches, c'est des amis avec qui j'ai eu une très belle rencontre et un grand plaisir dans le travail, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Et je les admirais beaucoup avant de les connaître et plus encore après. Mais ce qui était frappant quand Jean-Pierre est mort, c'est que les personnes qui ne le connaissaient pas personnellement, mais par son travail, qui le suivaient, qui étaient des fans, en fait, pour décrire, pour me dire combien ils étaient touchés par sa mort, en fait, ils disaient exactement la même chose que ce que moi j'aurais pu dire. C'est-à-dire qu'il y avait chez lui une telle authenticité, quelque chose de tellement entier, en fait, ce qu'on percevait à travers son travail, eh ben, c'est ce qu'on percevait quand on le connaissait un petit peu mieux. Et, euh, et, et je pense que le regard qu'ils ont affiné tout au long de leur travail d'écriture et leur travail d'acteur et d'actrice, c'est quelque chose qui a touché les gens tellement profondément et tellement intimement, quelque chose qui raconte tellement sur notre société, sur notre manière de vivre ensemble, que voilà, il suffit d'évoquer leur nom ou de voir leurs photos pour se sentir profondément touché, quoi. C'est rare quand même. C'est vrai que vous avez ces projets donc très intimes quelque part, et puis après vous passez dans des super productions type Netflix avec Into the Night, on a pu vous découvrir. Là, je suppose que c'est aussi un autre monde quelque part. Mais c'est un autre monde, mais quand on est dans le concret, dans la pratique, et quand ça se passe bien, c'est pas si différent en fait. Par exemple, pour Netflix, il y avait ce showrunner qui est un Américain absolument incroyable qui s'appelle Jason George, qui a écrit seul, en général, c'est des équipes qui écrivent ces séries, et qui est un type, une espèce de force de travail formidable, un type très intéressant, très chaleureux, qui contrôlait tout, mais tout. Mais quand on était sur le plateau, une fois qu'on avait été choisi pour raconter l'histoire, eh ben on faisait pareil que sur un plateau de théâtre au conservatoire. Enfin, finalement, ça reste de l'artisanat. Et si on peut être parfois impressionné, voire un petit peu peut-être étouffé par les enjeux et les pressions extérieures, surtout en France, oui. Parce que les rapports sont moins simples. Rapports financiers aussi, l'enjeu financier. Oui, les rapports financiers, puis même il y a des codes sociaux qui sont plus compliqués à acquérir que chez nous. Mais une fois qu'on a géré ça, eh ben, la chose elle-même, raconter l'histoire, jouer, c'est pareil en fait. C'est quand même de l'artisanat pour lequel vous remportez quand même de nombreux prix, hein, de Magritte, là, le premier René du meilleur second rôle avec On vous croit, un film dans lequel vous jouez donc un père maltraitant, en tout cas, on ne va pas en dire plus, abuseur, oui, enfin, on peut en dire un peu plus pour ceux qui ne les ont pas vus, mais en tout cas... oui, on va essayer de croire plutôt les enfants, surtout. Rôle magnifique dans lequel vous excellez, qui est assez glaçant, évidemment. Là, maintenant, vous êtes de nouveau au théâtre aussi. Vous êtes au théâtre maintenant, au théâtre Le Public, donc avec une nouvelle pièce qui se jouera donc jusqu'à la fin du mois de juin, de Fab Caro, c'est ça ? C'est une adaptation d'un roman de Fab Caro qui s'appelle Le Journal Scénario, que Michael Beer a adapté et va mettre en scène. Et c'est avec Éric Hyacinthe et toute une série de gens très talentueux. Alain Collet à la lumière, Chandra Velut au costume, Catherine Cosmo au décor. Et oui, c'est une pièce qui raconte les tribulations, les déboires d'un scénariste qui a tenté qui a envoyé 27 scénarios, et il n'a qu'eu 7 réponses, toutes négatives, et puis une fois, un jour, il reçoit une réponse positive, et c'est formidable pour lui. Et puis finalement, les choses ne se passent pas comme il avait imaginé, et son scénario, petit à petit, de concession en concession, ressemble de moins en moins à son projet. Et au-delà de l'anecdote du cinéma, il y a aussi l'idée qui me plaît, que lorsqu'on confronte les rêves qu'on
quand on commence notre vie active et ce qu'on est amené à faire plus tard, quand on essaie de comprendre et analyser tout ce qui nous a amené à dévier, il y a une vie, quoi. Quel est votre rêve à vous aujourd'hui? Alors mon rêve aujourd'hui, ça va paraître un petit peu... moi, vraiment mon rêve aujourd'hui, c'est que d'une part mes enfants puissent réaliser les leurs, faire ce qu'ils veulent, écouter leurs désirs, et qu'ils puissent le faire dans un monde où leur singularité, leur identité ne sera pas mise en danger. C'est un rêve assez grand, en tout cas. C'est le seul qui m'anime. Merci Laurent Capelluto d'avoir participé à cette émission Merci à travers à vous. le miroir. Merci. Merci.